Alors aujourd'hui, les carnets sont conservés à l'université de Madras devenue Chennai. En 1927, Hardy voulait éditer tous les carnets de Ramanujan et ses œuvres complètes, avec ses œuvres complètes. C'était un travail d'ampleur éditoriale sans précédent et surtout qui aurait coûté une fortune. À cette époque-là, on sort de la guerre, ça s'est pas fait. Donc en 1927, ce sont les œuvres complètes publiées de Ramanujan qui sont éditées par Hardy. C'est-à-dire que dans un volume unique, vous trouvez tout ce que Ramanujan a publié. En 1957, vous avez un institut indien qui a réalisé une copie, un photostat à l'époque, des 3 carnets, sous la forme de 2 volumes, sans aucune édition. Hein. Ils ont fait vraiment une copie extrêmement fidèle, y compris les pages blanches. Quand il y a une page blanche, ils mettent une page blanche. Et c'est tout ce qu'on a sur Ramanujan à cette époque. Alors les carnets, à quoi ils ressemblent? Vous avez le premier carnet, qui fait 351 pages, qui est structuré vaguement en 16 chapitres. C'est évidemment les premières recherches menées par Ramanujan. La gestion des pages est très confuse. Par exemple, il écrit que sur les rectos dans un premier temps. Après, il va s'apercevoir qu'il va manquer de place, donc il écrit sur le recto verso. Il arrive à la fin de son carnet, il revient sur les versos laissés disponibles, et puis il écrit après en travers. Enfin bon, il fait comme il peut, il a pas beaucoup de place pour écrire ce qu'il a trouvé. Donc c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Le deuxième carnet, c'est une réorganisation essentiellement des 16 chapitres du premier carnet. Donc là, peut-être que pour ce carnet-là, il avait une volonté d'éditer son travail, parce qu'il a fait un effort de structuration, au moins, à défaut de faire un effort de rédaction. Donc vous avez 21 chapitres essentiellement, plus une centaine de pages de contenu non organisé après les 21 chapitres. Et le troisième carnet est plus petit que les autres, mais plus profond peut-être, sans aucune structure logique apparente. Par contre, il n'y a pas de chapitre, il n'y a rien du tout. C'est un carnet qui est plus tardif, qui est plus abouti sur le plan mathématique. Et sur l'ensemble des 3 carnets, vous avez moins d'une vingtaine de résultats qui sont accompagnés d'une indication quelconque, que ce soit hypothèse, démonstration ou autre, ou lien logique entre les résultats. Donc c'est très 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 compliqué d'aller éditer les carnets de Ramanujan. Évidemment, Ramanujan n'ayant pas eu de formation professionnelle en mathématiques, il retrouve de nombreux résultats déjà connus avant lui. Surtout que l'ouvrage de Carr, il était déjà ancien à l'époque où Ramanujan met la main dessus et recensait des résultats eux-mêmes anciens pour les tripos. Donc Ramanujan n'est pas du tout au fait de ce qui se passe dans le monde des mathématiques qui lui est contemporain. Alors, pourquoi le style est lacunaire? Je vous l'ai dit, ce sont des carnets qui sont personnels, c'est sa carte de visite, ils ne sont pas destinés à être lus ni même publiés, a priori. Il adopte un style proche de celui de Carr, et évidemment, quand on lui demande une explication, il est capable de la fournir. Et le plus frustrant peut-être pour nous aujourd'hui, c'est que Ramanujan ne nous a pas dévoilé ses techniques, avec lesquelles il a abouti à ces centaines, ces milliers de résultats. Alors, les éditer, il faut les éditer, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous expliquer. Donc, je vous l'ai dit, en 1920, Hardy plaidait pour une édition des 3 carnets de Ramanujan, ça n'a pas été possible. Donc, en 1927, on n'a eu que les œuvres publiées. Alors, c'est Hardy qui fixe les règles du jeu. Les règles du jeu sont au nombre de 3. Première règle. Pour les résultats déjà connus, que Ramanujan a retrouvés mais qui étaient connus avant lui, il faut produire une référence précise pour expliquer qui a le premier démontré le résultat en question. Pour les résultats de Ramanujan qui sont corrects, il faut en fournir une preuve complète, si possible dans l'esprit de Ramanujan. Troisième règle, pour les résultats qui sont faux, il y a forcément un résultat correct qui est pas loin, et il faut le chercher. C'est Hardy qui écrit ça. Alors, eh bien, le travail commence. Hardy lui-même, entre 1920 et 1947, va produire une vingtaine d'articles, ou une trentaine d'articles inspirés des carnets. En 1927, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'argent pour éditer les 3 carnets avec les œuvres publiées de Ramanujan.
Donc en 1927, le volume qui paraît ne contient que les œuvres, les articles publiés de Ramanujan. Par contre, il réussit à embaucher avec lui Bertram Wilson et George Watson. George Watson est très connu, hein, il a fait un traité d'analyse, c'est un grand mathématicien de l'époque. Et il réussit à embarquer donc avec lui ces deux mathématiciens pour se lancer dans un travail d'édition des trois carnets. Donc on est en 1929. Alors comment il travaille? Il travaille comme ceci. Il se donne 2 ans pour expertiser le chantier. En 1931, donc 2 ans plus tard, ils estiment qu'ils ont pour 5 années de boulot. Ils privilégient de travailler sur le carnet 2 parce que, comme je vous l'ai expliqué, il est structuré, au moins en partie. Donc ils se répartissent le boulot. Hélas, en 1935, Wilson décède d'une bête intervention chirurgicale, enfin des suites d'une bête intervention chirurgicale. Et dans les années 1930, Watson va bosser, lui, et il va continuer, et il va produire plus de 30 articles avant d'abandonner, épuisé par les carnets de Ramanujan. Donc, ils y ont passé 11 années, loin des 5 années estimées, et ils ne sont pas venus à bout du deuxième carnet. Donc, si je vous récapitule, les carnets. En 1923, les manuscrits ont été envoyés à Hardy par l'université de Madras. Hardy lui-même a transmis des documents à Watson et Wilson, mais essentiellement à Watson, pour qu'ils puissent travailler. Hardy décède en 1947, Watson en 1965, et on retrouve chez Watson un fatras de documents, aussi bien mathématiques que autres, hein, un manuscrit sur l'histoire du chemin de fer, des factures de téléphone, enfin bon. Et donc, avec l'accord de sa veuve, on décide d'envoyer à la bibliothèque de Trinity College l'ensemble des travaux mathématiques qu'on retrouve chez lui, l'ensemble de tous les papiers qu'il avait dans son fourre-tout. Et notamment, c'est dans l'envoi qui est fait en 1968 que sont envoyés donc les documents qui ont trait à son œuvre autour de Ramanujan. Et les documents dorment là, tranquillement, à la bibliothèque. On arrive en 1976, il se passe quelques années, avec le mathématicien américain George Andrews, que je vous présente, c'est lui, on l'appelle le roi des Q, c'est le Q King. C'est le spécialiste des Q-séries encore aujourd'hui. Donc c'est le spécialiste des Q-séries et des fonctions spéciales. À ce titre, il connaît évidemment très bien les travaux de Ramanujan. Et à l'occasion d'un colloque à Strasbourg, je crois, en 1976, il fait un petit saut à la bibliothèque du Trinity College où on lui a dit qu'il y allait avoir des documents qui allaient l'intéresser. Donc, ma foi, c'est un Américain, passer de Strasbourg à Cambridge, pour lui, c'est rien. Donc, il va passer quelques jours à Cambridge, à la bibliothèque du Trinity College. Et là, c'est la stupeur. Il découvre des manuscrits totalement inattendus. Qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre 138 pages manuscrites de Ramanujan dont personne n'a jamais entendu parler. Alors en fait, si, des gens en avaient entendu parler, mais personne n'avait réalisé l'importance de ces manuscrits. Et donc dans ces 138 pages manuscrites de Ramanujan, essentiellement produites pendant la dernière année de sa vie en Inde, il a recensé à peu près 1200 résultats, essentiellement sur les Q-séries, mais pas seulement. Et donc, Andrews, en voyant ça, il dira que c'est comme s'il avait découvert la 10e symphonie de Beethoven, c'est quelque chose. Et il appelle ça de manière très romantique le carnet perdu. C'est ni un carnet, il n'a jamais été perdu, mais c'est le carnet perdu de Ramanujan. Alors là, pour le coup, il n'y a absolument aucun texte et c'est très difficile à lire. Quelques années après, en 1987, les Indiens vont rendre disponible une copie élargie pour faire connaître ce nouveau carnet de Ramanujan. Alors, tout ça, c'est un peu compliqué. Je vous résume si vous n'avez pas tout suivi. Alors, Hardy a produit une 20aine d'articles. Watson et Wilson sont venus à bout de, en gros, 6-8 chapitres du deuxième carnet en 11 années de boulot. On a des facsimilés des carnets qui sont réalisés en 1957 et 1987 pour le carnet perdu.
Andrews, lui, bah, vous imaginez, il a mis la main dans le pot de miel, hein. Donc il a produit une trentaine d'articles à partir du carnet perdu de Ramanujan, il s'est fait plaisir. Et puis évidemment, il y a des travaux académiques épars qui sont menés par des mathématiciens comme ça, parce que se frotter un peu aux formules de Ramanujan, et puis en craquer une, c'est un peu la classe, quoi. Bon, tout cela est très décousu, vous me direz, hein. C'est le cas. Et c'est pour ça qu'on arrive au héros du jour, Bruce Berndt, un autre mathématicien américain, qui lui va tout reprendre le travail d'édition. Donc c'est un théoricien des nombres, il travaille sur les séries à la base. Et en 1974, il est en résidence à Princeton pour travailler. Et puis il fait un temps épouvantable. Alors il rentre dans la bibliothèque de Princeton et il se trouve que la bibliothèque de Princeton, qui est l'une des plus extraordinaires bibliothèques mathématiques du monde, sans doute la plus extraordinaire, ils ont une copie des carnets de Ramanujan qui a été produite par le Tata Institute en Inde. Et donc Berndt est en train de lire des articles de Grosswald sur des formules de Ramanujan, et il se rend compte que lui, il peut prouver les formules de Ramanujan de manière beaucoup plus simple que ce que fait Grosswald. Donc, il va prendre la copie des carnets de Ramanujan, il va regarder où ça se trouve. Alors, c'est dans le, je ne sais pas si je le dis pas là, mais c'est dans le chapitre, enfin c'est dans le deuxième carnet. Et puis, il se rend compte qu'il y a plein de formules dans le deuxième carnet qu'il peut prouver de manière beaucoup plus simple que tout le monde. Alors, il essaye d'en prouver d'autres. Et voilà, on est dans le chapitre 14 du deuxième carnet. Et il se met en tête de prouver toutes les 87 formules du chapitre 14. Alors ça lui prend un peu de temps, ça lui prend un an, mais il arrive à toutes les prouver. Et là, il est mordu, il prend le virus. Et en 1978, il décide de réaliser l'édition des carnets de Ramanujan. Alors, là où il va être vraiment, vraiment fin, je pense, c'est que il va tout de suite prendre conscience de l'ampleur du travail. Il va mettre les gros moyens à l'américaine. Donc il va adopter une démarche systématique, rigoureuse, tenace. Il va retourner tous les cailloux, il ne va rien lâcher. Il va s'aider de nombreux mathématiciens, de nombreuses fondations, notamment la NSA, qui finance apparemment depuis le début le travail de Berndt. Il va mettre en place un partenariat avec des étudiants sud-coréens, donc il aura une trentaine de doctorants pour l'aider. Et l'éditeur Springer, l'éditeur des livres jaunes, là, va l'appuyer dès le début et le soutenir. Alors, je vous passe les détails, je vous passe les coups de tonnerre, les rebondissements, les crises de nerfs, les arrachages de cheveux et tout ça. 21 ans plus tard, le résultat est là. Les 3 carnets de Ramanujan sont totalement édités. Berndt a comptabilisé 3254 résultats. Alors, il s'est passé 21 ans. Berndt, évidemment, s'est aidé de tous les travaux avant lui, notamment ceux de Watson, qui a fait un gros boulot. Je vous rappelle que Ramanujan est mort à 32 ans. Alors, moins d'une dizaine de résultats produits par Ramanujan sont faux, d'après lui, et les 2 tiers sont originaux, ce qui est absolument inattendu. On pensait que Ramanujan avait beaucoup redécouvert. On ne pensait pas qu'il y avait autant de travaux originaux de Ramanujan. Or, les 2 tiers, dit-il, sont originaux. Donc, il produira 5 livres qui totalisent 2300 pages, qui s'étendent sur 21 ans. En plus, il a produit une centaine d'articles et d'autres ouvrages autour de Ramanujan. Il a notamment édité sa correspondance, une biographie, des livres sur les séries θ, ce genre de choses. Donc voilà le détail des 5 livres, 85, 89, 91, 94, 98. Il a créé le Ramanujan Journal, qui est aujourd'hui un journal spécialisé dans les mathématiques de très très haute tenue. Hein, c'est un journal sur les mathématiques inspiré par Ramanujan, qui est très connu aujourd'hui, hein, c'est un très gros journal. Et alors vous allez me dire, il reste le carnet perdu. Vous avez raison. Donc Andrews, on l'a vu, a sorti une trentaine d'articles du carnet perdu. Et Berndt l'a rejoint. Ensuite, une fois qu'il a eu fini sur les 3 premiers carnets, il a rejoint Berndt pour éditer le carnet perdu. Donc on est à 4 volumes aujourd'hui. Et le dernier volume est attendu en 2017. C'est ceux que vous avez ici. Je vous invite à venir à la fin, si vous n'en avez pas marre,
consultez les bouquins, ce sont les miens, donc vous partez pas avec, s'il vous plaît, pour voir à quoi ça ressemble. C'est assez impressionnant quand même. Donc je vous invite vraiment, pour la culture, à venir feuilleter ces bouquins qui sont difficiles à trouver. Et j'ai pu consulter le dernier volume, le volume 5, qui sera vraiment qui sera l'ultime tome de la saga, si je puis dire. Et d'ailleurs, je crois que maintenant, Burnt l'a mis librement en accès sur son site internet, si je dis pas de bêtises. Il me semble que je l'ai croisé sur son site. Donc on l'attend en 2017, le dernier volume. Ça achèvera l'édition des carnets de Ramanujan. Alors voilà ce que dit Burnt. Burnt, il dit que Ramanujan a produit des formules telles que, s'il ne les avait pas écrites, personne ne les aurait trouvées, même dans 100 ans, même dans 200 ans. Il précise cependant que, sans aucun doute, Ramanujan pensait comme tout autre mathématicien. Il pensait simplement with more insight que la majorité d'entre nous. J'ai pas voulu traduire le with more insight parce que ce sont ces mots et c'est difficile de rendre le insight en français. Donc il est en train de dire que Ramanujan, c'était un mathématicien comme les autres. C'est pas quelqu'un qui trouvait son inspiration d'une déesse ou de je sais pas quoi, ou de pratiques occultes quelconques. Non, il bossait. Il bossait et il bossait comme tout mathématicien qui se respecte, comme tout mathématicien professionnel. Simplement, il travaillait with more insight, avec plus de pénétration, avec plus de perspicacité, avec plus de profondeur peut-être. C'est ça que véhicule l'idée d'insight chez Burnt. Donc je pense que c'est important de le préciser. Hein. Ramanujan, il a vraiment travaillé énormément. Ramanujan savait parfaitement quand ses méthodes heuristiques le conduisaient à des résultats corrects et quand ce n'était pas le cas. Ça, c'est très impressionnant parce que Ramanujan, c'est quelqu'un qui ne comprend pas la notion de fonction de la variable complexe, par exemple, et notamment le théorème de Mittag-Leffler, la théorie de Cauchy, le théorème des résidus. Bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais enfin, ce sont des gros classiques de l'analyse mathématique. Ramanujan n'y comprend pas ça. Donc il travaille avec d'autres outils. Et cependant, il savait parfaitement quand ses méthodes heuristiques à lui le conduisaient à des résultats corrects et quand ce n'était pas le cas. C'est très impressionnant parce que pour ceux d'entre vous qui feront des maths encore quelques temps, vous allez voir que l'analyse complexe vous produit en général des solutions auxquelles vous ne vous attendez pas. Et Ramanujan, avec ses méthodes à lui, il trouvait toujours la bonne méthode alors que l'analyse complexe ne permet pas forcément de faire le distinguo entre toutes les solutions qu'on va trouver à un problème. C'est très étonnant de voir ça en œuvre chez Ramanujan. Enfin, personne dans l'histoire des mathématiques ne possédait l'habileté de Ramanujan dans le domaine des fractions continues ou des radicaux imbriqués. Ça, c'est très important. Effectivement, dans toute l'histoire des mathématiques, on peut le dire aujourd'hui en 2017, il n'y a aucun mathématicien dans l'histoire qui possède l'aisance de Ramanujan dans le domaine des fractions continues et des radicaux imbriqués. Alors pour vous montrer ça, pour illustrer ça, je vais vous montrer des fractions continues et des radicaux imbriqués, si vous ne savez pas ce que c'est, et vous allez voir à quoi ça ressemble et ce que ça donne. Et pourtant, on en a dans l'histoire, on a Euler, on a Jacobi, on a des gens comme ça, mais Ramanujan les bat tous à plat de couture à ce niveau-là. Alors, on peut soit s'arrêter là, soit je vous montre des vraies formules maintenant que je vous ai bien saoulé, et on voit des vraies formules de Ramanujan. Qu'est-ce que vous voulez faire? On continue? Ouais. On continue.